Bonjour à tous, donc je vois que le deep learning semble être un sujet qui passionne pas mal de gens et vous voulez certainement savoir ce qui se cache derrière le deep learning. Le deep learning, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce qu'il y a quelques grandes entreprises qui l'utilisent, qui ont fait des choses qui sont un peu plus des preuves de concept. On entend beaucoup parce que DeepMind, qui est une des meilleures entreprises dans le secteur, a été rachetée par Google et qui font pas mal de choses autour de l'intelligence. Et la question en fait que beaucoup de gens qui utilisent le deep learning dans la vie de tous les jours essayent de répondre, c'est comment est-ce qu'on peut craquer l'intelligence, comment est-ce qu'on peut essayer de faire des systèmes qui imiteraient un peu le fonctionnement du cerveau humain et qui nous permettraient de comprendre le monde un peu mieux. Il y a pas mal d'applications, il y a aussi Watson qui est une belle réussite, qui utilise sur certains aspects seulement le deep learning et qui utilise d'autres aspects. Alors effectivement Watson l'utilise sur quelques aspects. Le deep learning, donc la première chose c'est qu'on ne l'utilise pas pour tout et on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Et en fait le deep learning, la grande question qui se pose c'est pourquoi on l'utilise et qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec. Alors, vous pouvez vous poser la question de qui sont les gens qui travaillent sur le deep learning. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font du deep learning. En fait, il y en a au final un peu moins qui en font vraiment du deep learning. Et les profils sont généralement des profils scientifiques. Donc pour retracer un peu l'histoire, j'étais de mon côté en physique des particules quand j'ai commencé. Donc je faisais une thèse entre 2010 et 2013, j'étais entre le CEA et le CERN. Et à cette occasion, j'avais énormément de données analysées, des données d'une expérience qui est en Suisse, qui produit des pétaoctets de données. Et donc quand on parle de pétaoctets de données au CERN, on parle de quelque chose comme 5000 pétaoctets de données produits par an. On imagine que les GAFA qu'on compare, c'est quelques centaines de pétaoctets. Donc un ordre de grandeur au-dessus. Et on a beaucoup de choses qui sont produites et on essaye de trouver des méthodes qui permettent de mieux comprendre ce qui est produit au sein de collisions, qui peuvent mettre en avant de la nouvelle physique, mais qui peuvent aussi mettre en avant des effets qui sont indésirables. Et on veut avoir des méthodes qui analysent ces données seules, qui sont assez efficaces, parce qu'on ne veut pas faire clamer qu'on a découvert une nouvelle particule, alors qu'au final, on a juste découvert un nouveau bruit de fond. Donc en fait, je travaillais sur ces problématiques et ça demandait d'analyser beaucoup de données, des données complexes, et de développer des nouvelles approches qui fonctionnent mieux que les technologies qu'on utilise généralement en machine learning, qui sont souvent les arbres de décision, les random forest, les SVM, qui marchent très bien, ceci dit, qui sont simples à utiliser, peut-être un peu plus simples que le deep learning, parce qu'effectivement, le problème du deep learning, c'est que c'est assez compliqué. Donc moi, je suis parti de cette expérience. Je faisais partie des gens qui l'utilisaient dans le monde académique. On en parlait assez peu au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Comment mieux entraîner des réseaux de neurones et comment faire des réseaux de neurones qui s'inspirent un peu mieux de comment le cerveau humain fonctionne. Et donc, de cette expérience, en voyant qu'au final, dans le monde, ça commençait à émerger, j'ai décidé de créer DreamQuark avec une belle vision qui était de trouver des nouvelles méthodes d'analyser des données, mais pas juste parce que c'est fun d'analyser des données, d'accord, c'est fun et on aime ça. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit que ceux qui aimeraient le plus valoriser ces données, c'est peut-être en santé, parce qu'il y a beaucoup de données. À partir de ça, on pourrait faire des outils assez géniaux autour du diagnostic, autour de la prévention, autour de la compréhension du risque. Et donc, j'ai essayé de trouver quelle était la meilleure façon de créer ces nouveaux outils. Et en fait, la meilleure façon pour moi, c'était de valoriser ces données, mais de les valoriser le mieux possible et d'essayer de les valoriser aussi bien que les médecins le font. Et en fait, il s'avère que le deep learning, c'est une des réponses, c'est certainement pas la seule, mais c'est une catégorie d'algorithmes qui sont assez variés, qui permettent aujourd'hui d'atteindre des performances assez similaires à celles de l'être humain sur pas mal de champs. Donc on va parler de beaucoup de choses en deep learning, mais pour vous présenter un peu avant je vais vous présenter l'équipe et après rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, en fait, on l'applique à deux choses, c'est l'assurance et la santé, parce que les assureurs ont aussi beaucoup de données, ils s'intéressent aussi un peu à la santé. Et bien sûr, il y a les médecins, les laboratoires pharmaceutiques qui ont beaucoup de données. On essaye, nous, de notre côté, de développer un système qui serait capable de valoriser toutes ces données de manière à avoir une véritable intelligence médicale. Donc, en fait, on est une équipe vous voyez pas mal de docteurs en fait sur cette slide. Effectivement, on est des gens qui sont
pas forcément des data scientists à la base. On analyse des données, on sait les analyser, mais on est surtout fort à développer des nouveaux modèles mathématiques qui permettent de mieux valoriser ces données. Et en fait, dans beaucoup de cas, le deep learning, c'est des gens qui sont un peu ce profil. Donc il peut s'agir de computer scientists, mais ils vont essayer de trouver des nouveaux modèles qui s'inspirent de la physique souvent, de modèles, on va dire, énergétiques ou du cerveau humain, de manière à mieux valoriser ces données et de faire en sorte qu'on les analyse un peu comme l'être humain. Alors en fait, le deep learning, c'est super parce qu'il y a beaucoup moins de travail. En fait, on se dit, on a ces algorithmes, on donne juste beaucoup de données. Et en fait, effectivement, quand on le fait bien, ça accélère les développements parce qu'on n'a plus à faire des petits algorithmes qui sont spécifiques à trouver telle ou telle caractéristique dans les données. On a juste beaucoup de données, des images, des données structurées, de la voix. On donne à ces algorithmes et si on a choisi le bon algorithme et qu'on n'est pas trop mauvais à utiliser ces algorithmes, on a des super résultats très vite, en quelques jours, quelquefois un peu plus quelques semaines, parce que aussi ça utilise beaucoup ce qu'on appelle les GPU, donc les Graphical Process Unit, qui vont paralléliser énormément, c'est-à-dire qu'on a un CPU aujourd'hui, des ordinateurs avec 8 CPU, et quand on utilise un GPU, en fait c'est un millier de petits processeurs très spécifiques qui font super bien une chose à la fois, contrairement à un CPU qui sait bien faire plusieurs choses à la fois. Et donc quand on utilise les GPU et ces algorithmes, on arrive à avoir beaucoup de choses très simplement avec des meilleures précisions que tous les autres algorithmes et qui ouvrent des nouvelles possibilités puisqu'on arrive à des performances humaines sur de l'analyse d'image, de l'analyse de voix. Et donc aujourd'hui, dans à peu près tous les outils que Google propose, ça peut être Google Now pour la voix, ça peut être Google Picture pour analyser les données, il y a ça. Et nous, on travaille sur la santé pour essayer de créer un peu un médecin virtuel qui analyse ces données. Donc on a un cœur de techno qui aujourd'hui nous permet d'extraire aussi, donc de faire de la reconnaissance de documents, extraire de l'information, tout ça chez nous ça tourne autour du deep learning, autour de l'extraction audio, pas mal de choses, par exemple l'analyse d'émotions dans la voix, l'analyse d'assurés, de la classification image, aussi utilisée pour de la maintenance prédictive. Aujourd'hui on a une plateforme qui permet à des gens de valoriser leurs données, de créer leur propre modèle et de faire en sorte qu'ils peuvent faire interagir ces modèles de manière à avoir une vision plus précise, soit de patients, soit d'assurés, ou développer des nouveaux services autour de l'analyse d'image ou de l'analyse de la voix. On analyse beaucoup de données en fait. On est un peu moins sur toutes les données textuelles, mais il y a énormément de données qui sont valorisables en santé. Il y a des données structurées, ce qui existe dans les bases classiques qui pourront être l'âge, le poids, la consommation de tabac, des choses comme ça. Aussi les médicaments qui ont été pris. Alors ça peut être des données d'objets connectés, des données temporelles. Alors on l'utilise pour donc les EEG, les ECG. Donc ECG, donc c'est l'électrocardiogramme, EEG, encéphalogramme. Ça nous permet de, par exemple, détecter l'épilepsie ou détecter peut-être en avance l'apparition d'une crise cardiaque, bien sûr extraire automatiquement des formulaires, de l'imagerie médicale. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un des projets qu'on a fait en imagerie médicale. Le deep learning, c'est bien, mais le deep learning, c'est pas la seule chose, ça permet de faire des solutions. Et si on réfléchit bien à un business model et à une transformation de la chaîne de valeur, ça peut complètement simplifier la façon dont on fait de la santé et la réduire et l'ouvrir à beaucoup plus de monde. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a, c'est un super moteur où on a mis beaucoup de choses en deep learning. Il y a plein d'algorithmes en deep learning, je vais venir un peu après. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, nous, travaillé pas juste sur les algorithmes de deep learning en eux-mêmes, mais sur faire en sorte que ces algorithmes, d'une part, interagissent bien entre eux, et surtout qu'on puisse entraîner très facilement ces algorithmes, parce que c'est généralement énormément de travail à trouver les bons paramètres. C'est des modèles qu'on appelle paramétriques. Donc il y a quelquefois des millions de paramètres à trouver, et il faut trouver la meilleure configuration qui va nous permettre d'avoir les meilleurs résultats. C'est un très gros travail, c'est des jours, des mois de travail si on veut le faire avec un humain. Et en fait, en automatisant tout ça, on arrive à quelques jours de travail sans expérience des algorithmes. Donc ça un peu ouvrir les algorithmes de deep learning à tous. Donc un algorithme de deep learning, c'est ce truc-là. Et l'avantage, c'est qu'on, contrairement à d'autres algorithmes, on part par exemple sur une image de pixels, donc du plus bas niveau que vous puissiez imaginer. Et ensuite, il y a des couches. Alors, il y a différents types d'algorithmes. Ça, c'est un algorithme qui est super pour l'analyse d'image qu'on appelle les réseaux de neurones convolutionnels. Donc, il y a une couche qui s'appelle une couche de convolution qui va en fait appliquer des filtres, qui va les placer, essayer de trouver des façons de détecter quelques informations assez intéressantes, par exemple des contours, des variations de couleurs entre deux pixels, des choses comme ça. Et essayer, donc, on applique ça plusieurs fois. Donc, on a une succession de couches de ce type-là, souvent des réseaux de neurones très profonds. Et en fait, à partir de ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va être capable d'identifier des comportements de plus en plus précis. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles hiérarchiques.
Et on va avoir des classes qui vont sélectionner en fait les caractéristiques les plus utiles pour arriver à avoir une meilleure décision. C'est-à-dire, par exemple, si on a un sinistre là, être capable de détecter où se trouvent les sinistres et quel type de sinistre c'est. Donc, typiquement ici, une tache de moisissure. Et donc, en fait, ces algorithmes vont comprendre, on va leur donner plein d'images et vont essayer de processer ça, de calculer ce qu'on appelle un score d'erreur, de minimiser le score d'erreur en optimisant les paramètres qu'on a ici, ici, ici. Et sauf qu'on a des dizaines de couches et donc des millions de paramètres, et c'est ça qui est la complexité. Ensuite, en deep learning, on travaille ici, et nous, c'est un des champs de recherche de notre côté, sur tout ce qui est apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on a des données. Les données, on ne va rien dire vraiment, par exemple des images, des vidéos. Donc ça a été utilisé par exemple par Google sur des vidéos de YouTube pour être capable de détecter automatiquement des chats et des humains dans des vidéos. Donc ils donnaient des vidéos de YouTube, beaucoup de vidéos, et en utilisant ce type d'algorithme, ces auto-encodeurs, et en faisant le travail qu'il faut, ils arrivent automatiquement à peu près 70% de reconnaissance sans avoir de classification humaine à la base. Donc ça veut dire que si on a une grosse base de données de millions d'images, de vidéos, et qu'on n'a pas de label sur ces vidéos ou sur ces images, on peut faire déjà un gros travail qui va simplifier la tâche de l'être humain pour ensuite amener des labels. Puis après, il y a ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents qui vont être utiles quand on a une information temporelle, et cette information temporelle peut être exploitable, par exemple sur des EEG, de manière à identifier comment une série évolue au cours du temps. Donc en fait, nous, on analyse énormément de données. Alors ça va être des données structurées, l'âge, le niveau d'études, les pratiques sportives, handicap. On va l'utiliser aussi pour de l'assurance auto, de l'assurance habitation, parce qu'aujourd'hui, les assureurs l'utilisent aussi pour d'autres choses, parce qu'on peut faire des choses assez précises avec ça, et mieux comprendre les gens, mieux comprendre les patients, essayer d'appliquer la bonne décision au bon moment, très simplement, et en fait, utiliser des données qui sont aussi non structurées, sans qu'on va forcément donner le format, par exemple une date, le sexe, l'âge, le revenu. On va donner tout ça sans faire beaucoup de travail. En final, on arrive à ne pas avoir pas du tout de travail du tout sur ces données. Et en donnant toute cette masse de données, si on a bien fait le travail initialement sur les algorithmes, on arrive à avoir ces algorithmes qui comprennent d'eux-mêmes ce qu'il y a au sein de ces données. Et ensuite, on peut l'utiliser aussi avec des images, avec des waves. Et aujourd'hui, chez nous, on analyse tout ça. Donc ça va être du fichier JSON, une base de données MongoDB, ou des images ou des sons. Donc en fait, le gain de performance est assez important, à la fois en temps, c'est quand on a des algorithmes chez nous sur lesquels on a travaillé qui prennent quelques millisecondes pour prendre une décision, et surtout la précision, c'est-à-dire que si on regarde des techniques les plus simples, donc logistic regression, qui est un type d'algorithme, ou une support vector machine, qui est quelque chose qui est très simple à utiliser et qui permet aussi déjà de donner des bons résultats, même quand on n'est pas expert en machine learning, on a des algorithmes qui donnent des meilleures performances, sans beaucoup plus de travail au final qu'un support vector machine aujourd'hui. Ensuite, on a développé des algorithmes autour de l'apprentissage non supervisé. Donc, typiquement, là, sur des données structurées, on a un score qui s'appelle le score de Silhouette. Donc, c'est un des critères qui nous permet d'attester la qualité des résultats, au-delà des résultats que l'on donne en termes de segments et d'informations pertinentes au sein de ces segments, ou de KPI qui permet de tester qu'effectivement, on a bien trouvé les informations qu'on cherchait à la base. Et donc, c'est un score qui va donner des valeurs entre -1 et 1, qui permet de nous dire qu'une personne dans un cluster a été vraiment mise dans le bon cluster. Donc, plus on s'approche de 1, mieux c'est. Et typiquement, quand on identifie des segments, on a envie par exemple de la segmentation client d'un assuré, ou de la segmentation de plaçant, on a envie d'avoir les meilleurs segments possibles, parce que c'est ce qui va nous permettre de détecter au mieux les comportements similaires, et donc d'appliquer des bonnes décisions. Et donc l'avantage, c'est que contrairement à d'autres techniques, donc ça c'est quelque chose qui a été fait avec un laboratoire de conseil avec lequel on travaillait, qui a benchmarké nos algorithmes à notre place, de manière à voir qu'on avait vraiment des résultats supérieurs. Et donc on arrive à des scores qui sont largement supérieurs à ce que font d'autres technologies, avec très peu de travail, et à la fin des résultats qui sont pertinents pour des métiers. Donc après, c'est ce type de résultats qu'on donne. Une fois qu'on a fait des données structurées, on va soit prendre une décision, donc identifier un segment, ou alors identifier les comportements et comment ces comportements changent au sein d'un segment. Donc ça, c'est une application qu'on a fait en santé, qu'on a fait une filiale de DreamQuark pour ce projet, parce qu'on pense qu'il y a une utilité sociale importante. On essaye de transformer la chaîne du diagnostic d'une maladie qui s'appelle la rétinopathie diabétique. Ça touche à peu près, ça touche les diabétiques, comme son nom l'indique. Et au final, quand on a 20 ans de diabète derrière soi, on a à peu près 75% de chances d'avoir un stade de cette maladie. C'est la première cause de cécité dans le monde avant 60 ans. Et il y a 387 millions de diabétiques dans le monde. Donc on imagine le risque que ça a. Et en fait, le problème, c'est qu'on met du temps à diagnostiquer.
et puis il y a moins d'ophtalmo, donc c'est un problème. Donc ce qu'on a fait, c'est une application on voulait une application qui nous permette de diagnostiquer sur la base de petites caméras manuelles qui coûtent rien, qui coûtent 500 €, qu'on peut mettre dans la main donc de généralistes, d'infirmières, peut-être plus tard de monsieur tout le monde ou dans une pharmacie. Et l'idée, en fait, c'est d'être capable de diagnostiquer sans l'aide d'un expert. On a utilisé du deep learning derrière, qui nous a permis, donc c'est un projet qu'on avait fait initialement avec Novartis. Et donc on a quelques scores qui nous permettent de tester les performances. Donc on a ce type d'image, un fond d'œil de rétine qui est pris par ces caméras. Et ensuite, donc il y a 3 scores. Donc le score CAPA, ça nous donne à peu près quand une personne a un diagnostic qui a été fixé. Imaginons qu'il y a plusieurs ophtalmologistes qui regardent un peu ce diagnostic et qui essayent de faire le même, ils vont être un peu confus. Donc on va voir des diagnostics plus ou moins différents. Et en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est qu'imaginons que un ophtalmologiste dit qu'il n'y a pas de rétinopathie alors qu'il y a une rétinopathie à un stade très avancé. Et ben on va peser ça, on va dire que c'est très grave. De ce fait, on va vraiment donner un impact négatif à cette décision. Et à la fin, en fait, ce CAPA, ça nous donne un score sur à quel point on se trompe. Et on veut se comparer aux ophtalmologistes, et les ophtalmologistes sont 0,84. Et donc sur les autres données qu'on a utilisées, on arrive à 0,83. Et là, pour le plus important, en fait, c'est la sensibilité, c'est être capable de dire que pour une personne qui est malade, on est capable effectivement de le détecter à 100% dans tant de pourcents des cas. On veut être le plus proche de 100%. Et donc on arrive à 97,37%, qui sont les meilleurs résultats aujourd'hui, grâce au deep learning et à notre expertise. Et ensuite, on a bien sûr un score pour détecter que sur les 2,7% restants, on n'est pas très sûr, et donc on renvoie cette information aux ophtalmologistes. Et donc c'est très simple, on prend la photo, on l'envoie à notre serveur, qui prend la décision et qui renvoie directement le diagnostic, et le médecin a directement l'information qu'il y a un problème et peut renvoyer ensuite le patient vers un ophtalmologiste. Et puis l'avantage, c'est que c'est en fait un final très, très rapide, pour entraîner, on a mis à peu près une semaine pour entraîner sur ce lot d'images, à peu près entre 20 et 50 000 images. Et donc, parce qu'on utilise des GPU et qu'on le compare à des CPU, sur un petit GPU, par rapport à ce qu'on utiliserait avec des CPU, on est à 10-14 fois plus rapide. Donc en fait, là, il y a un avantage à utiliser des GPU, et une des grandes performances du deep learning, c'est pas juste ces algorithmes, mais aussi l'utilisation des GPU. Et donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec du deep learning, transformer la santé. C'est ce sur quoi on travaille, avec une chose à la fois, et puis un peu transformer l'assurance et aider l'ensemble de la santé à se transformer. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. On peut prendre quelques questions. Est-ce que vous utilisez des réseaux de neurones convolutionnels pour des données structurées? Parce que c'est très axé images, son, non structurées. Alors pour les réseaux de neurones convolutionnels, c'est pas forcément très bien fait pour les données structurées. Pour des données structurées, j'utiliserai un réseau de neurones classique ou ce qu'on utilise en auto-encodeur. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans les réseaux de neurones convolutionnels, c'est qu'ils exploitent une propriété des images naturelles, qui est que, grosso modo, quand on a une image naturelle, il n'y a pas sur la base un pixel. La distribution qui est derrière un pixel est uniforme sur l'ensemble de l'image. Et en fait, on utilise ces filtres de manière à exploiter un peu cette propriété. Et donc, généralement, c'est à peu près les mêmes filtres, mais on essaye de les répartir et de faire des transformations. Donc, en fait, quand on a une série de filtres, mais ces filtres c'est une matrice qui peut faire 3 par 3, 7 par 7, la taille qu'on veut, mais qui va avoir les mêmes 0 et les mêmes 1 sur l'ensemble d'une ligne. Et donc on exploite cette propriété. C'est bien pour des problèmes, on va dire, carrés, comme une image, ou cubiques. Ça peut être un film, imaginons, mais là ça serait plutôt des récurrents, ou des modèles 3D. On est en train de travailler un peu sur aussi des travaux au niveau de l'imagerie du cerveau, donc des IRM, où là on a la profondeur du cerveau, donc c'est de la 3D. Donc c'est intéressant pour ce type de problématique. C'est un peu moins intéressant pour des problèmes structurés, où là un réseau de neurones classique profond pourrait très bien faire l'affaire. Et il faut se dire aussi que un gros problème du deep learning, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire que souvent il y a tellement de paramètres qu'on a beaucoup plus de paramètres que d'exemples, et donc on va être capable d'identifier des comportements très bien dans le jeu d'entraînement, mais quand on va le passer à une nouvelle distribution, en fait ça va complètement foirer. Donc un gros travail des data scientists qui travaillent sur le deep learning, c'est d'éviter cet overfitting. Ça se voit en regardant plusieurs lots, le lot d'entraînement, un lot de validation, un lot de test, et nous entre ces différents lots on a 1 ou 2% de différence.
donc un overfitting qui est quasi inexistant. Mais donc pour répondre à votre question, non, pas de réseau conventionnel. Vous ne travaillez pas sur le texte pour des raisons, parce qu'il y a des problèmes d'accès au texte, ou c'est pour des raisons techniques, parce que vos algorithmes ne sont pas adaptés? Bon, en fait, on ne travaille pas sur le texte parce qu'il y a d'autres gens qui travaillent un peu sur le texte. C'est aussi facile quand on est une start-up, on est une petite équipe, j'ai des gens qui sont excellents, mais on a 24 heures dans une journée. Donc on peut essayer de tout faire et tout faire pas trop bien, ou on peut décider que sur certains aspects on sera meilleur que tout le monde. Et c'est un peu plutôt la stratégie qu'on a décidé d'adopter. Alors plus tard, quand on aura plus de personnes, on ira vers du texte. C'est pas forcément plus compliqué, il y a déjà des outils qui existent. Il y a des choses qui sont compliquées, ça dépend où on va. Pour un premier niveau, c'est simple. Après, être à la compréhension humaine, on voit que Siri n'est pas capable de le faire, pourtant il y a de la recherche derrière. Il y a les gens qui sont derrière Siri qui travaillent là-dessus, notamment avec une nouvelle entreprise qu'ils ont créée. C'est un problème qui, on va dire au niveau basique, est simple. On peut l'utiliser avec nos technos, mais on préfère passer du temps sur autre chose, et quitte à utiliser les technos de personnes qui font ça très bien. Si on revient sur un réseau de deep learning standard, on va dire, c'est un vrai casse-tête pour le dimensionner. Enfin, vous avez quoi comme heuristique pour dimensionner la topologie d'un réseau de neurones? En fait, ça c'est un peu notre secret de sauce, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est un problème effectivement casse-tête. Parce que l'état de l'art scientifique est très faible aussi dessus. Il y a beaucoup de recherches dans mon entreprise, et j'ai toute cette équipe qui au final passe leur journée à faire ça en fait. Donc le problème c'est pas tant d'utiliser des algos de deep learning. Aujourd'hui, des algos de deep learning, il y a plein de bibliothèques qui donnent accès à ces algorithmes. On peut décider de passer du temps. Il y a des tutoriels, vous allez sur internet, vous tapez deep learning et vous aurez des tutoriels qui sont un peu plus ou moins avancés. Vous pouvez commencer déjà, ça vous donne un bon entraînement. Après, pour rentrer dans les détails, ça demande beaucoup plus de travail. Donc on travaille sur le deep learning depuis quelques années, et puis ceux qui me rejoignent travaillent très intensivement aussi. Donc en fait, le gros problème, c'est justement cette heuristique, et ça, de notre côté, on utilise d'autres types de réseaux de neurones qui nous permettent de trouver ça intelligemment, mais c'est un vrai problème. Je suis d'accord avec vous. Ok, merci encore Nicolas. Merci à vous.